Le premier panel parle de l'université au service de la digitalisation et de l'entreprise, et il est modéré par M. Mohamed Diallo, le PDG de CEO Mag. Je vous laisse en bonne compagnie. Très bien. Merci, monsieur le modérateur. Donc, on va parler de la relation entre l'université et l'entreprise, donc la digitalisation de la formation. Donc, évoquer cette problématique, c'est également parler du capital humain, qui est un facteur fondamental pour transformer, au-delà de la société, mais transformer tout l'écosystème. Et donc, pour en parler, j'appelle M. Monji Besbes, directeur de l'INT, l'Institut supérieur des technologies de l'information et de la communication. Monsieur Adamou Moussa Saleh, directeur général de l'École supérieure multinationale des télécommunications au Sénégal. Monsieur Djelel Ezine, de l'École nationale des ingénieurs de Tunis. Et enfin, Madame Benzala. Excusez-moi, je suis en conversation. Alors, je vous invite à vous installer. Alors, pour aborder cette question, donc moi je fais un plaidoyer par rapport à la problématique liée à la formation aujourd'hui. Quand on compare, l'année dernière, donc je suis Mohamed Diallo, directeur de la publication de CEO Magazine. L'année dernière, nous avons organisé les assises de la transformation digitale à Paris, où nous avons réuni un certain nombre d'acteurs du digital qui sont venus de plusieurs pays. Et l'idée était de faire des recommandations par rapport au sommet de l'Union européenne et de l'Union africaine qui se tenait quelques jours plus tard à Abidjan. Et parmi les recommandations qu'on avait faites, il y avait cette partie capital humain qui était fondamentale. Donc pour transformer la société, si on veut arriver à transformer nos sociétés. Et le capital humain était important puisqu'on s'est rendu compte que dans le cadre de la formation, l'Afrique forme à peine 100 000 ingénieurs dans le domaine du numérique, alors qu'on a des besoins qui sont énormes. On a besoin de data scientists, on a besoin d'experts en cybersécurité, on a besoin d'experts pour transformer donc, nos sociétés. Et aujourd'hui, l'université ne forme pas suffisamment d'experts pour pouvoir le faire. Et quand on le compare avec des pays comme l'Inde, donc l'Afrique est un continent de 1,2 milliard habitants, l'Inde à peine grande comme l'Afrique, un pays qui arrive à former 5 fois plus, on s'est dit, pour qu'on arrive à former ou à avoir autant d'ingénieurs que l'Inde, il faudra qu'on forme 5 fois plus d'ingénieurs pour arriver à cela. Et donc nous avons le plaisir de partager ce panel avec des experts, donc des personnalités issues du monde académique, qui pourront nous apporter des réponses par rapport à cette adéquation entre les besoins en formation et les besoins du monde de l'entreprise. Donc deux mondes différents, deux mondes qui ne se parlent pas suffisamment, qui ne communiquent pas forcément. Et donc l'idée à l'issue de ce débat, c'est de dire comment arriver à créer des ponts entre le monde universitaire, le monde académique et le monde de l'entreprise pour justement trouver des solutions liées à la formation. Donc première question, c'est de dire aujourd'hui, est-ce que la formation liée au digital, à la digitalisation de l'entreprise, est adaptée par rapport à ce que fait les universités? Première question, donc je ne sais pas qui veut répondre à cette première question. Peut-être un mot de présentation avant de parler et puis répondre à la question. Monsieur Adamou. Merci, monsieur Mamadou Diallo. Bonsoir à tous. Je vous remercie beaucoup de m'avoir choisi comme étant un participant de ce panel. Donc, mon nom, c'est Moussa Saleh Adamou. Je suis le directeur général de l'École supérieure multinationale des télécommunications de Dakar. Cette école a été créée en 1991 sous l'impulsion de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. On a été référencé comme étant le centre d'excellence en matière de télécommunications en Afrique de l'Ouest. On est aussi centre d'excellence au niveau de l'Union économique et monétaire ouest africain. Donc cela donne déjà la connotation d'un centre vraiment qui apporte de la plus-value en ce qui concerne le développement du capital humain dans nos pays. Pour répondre à votre question par rapport à l'adaptation de nos centres de formation aux attentes du marché, je me dis ça dépend des pays. Et donc aujourd'hui, pour le cas de l'Afrique de l'Ouest que je maîtrise assez bien, je dirais oui et non. Pourquoi non? Je commence par le non toujours. Non, parce que aujourd'hui, d'après les rapports, en tout cas de l'UIT,
nos centres de formation initialement étaient basés sur les bases traditionnelles, la commutation, la transmission, le cœur de réseau. Alors aujourd'hui, au regard des différents challenges qu'on a, quand on regarde les OTT face aux opérateurs de télécom, les compétences ne sont pas là. Donc c'est pourquoi on est beaucoup bousculé par les opérateurs pour pouvoir apporter les compétences nécessaires pour leur permettre de répondre aux challenges face à ces OTT. Je dirais quelque part oui. Oui, parce que si on regarde à l'instant T, beaucoup d'opérateurs sont issus de groupes internationaux. Et donc ces groupes internationaux, ils se sont dit que le seul développement passe par le capital humain. Et donc ils ont beaucoup investi. Ils ont beaucoup investi dans le capital humain pour pouvoir répondre aux challenges internationaux. Ce qui permet d'une part de tirer profit en ce qui concerne la mutualisation. Par exemple, je prends le cas des services, la mutualisation des services. Et donc ils les envoient au niveau du siège, par exemple à Paris, ils les envoient au niveau de notre siège à Bruxelles pour ne citer que cela, pour les former. Mais ceci n'est pas suffisant. Et ça, ce n'est qu'un exemple assez réduit par rapport au contexte très global. Donc là, c'est un problème de contexte par rapport à l'Afrique de l'Ouest et du Centre, donc qui représente une problématique particulière, mais peut-être qu'il n'est pas la même chose en Tunisie où les problématiques ne sont pas les mêmes. Elles sont de quel ordre aujourd'hui en Tunisie en termes de corrélation entre les besoins de formation et les besoins de l'entreprise? Madame Enda Ben Ghezala. Je vous remercie. Eh ben, chez nous, je pense que c'est à peu près le contraire de ce qui existe en Afrique de l'Ouest. Chez nous, on a la majorité des diplômés, des chômeurs sont des diplômés. Et donc, des diplômés de l'enseignement supérieur qui, normalement, doivent être préparés pour l'entreprise. L'entreprise n'arrive pas à absorber toutes les personnes formées par vos universités. Oui. N'est-ce pas? C'est exactement ça. Et beaucoup de questions se posent ici. C'est parce qu'au niveau des écoles, des grandes écoles d'ingénieurs ou bien de l'université qui essaient de faire de son mieux. Je prends l'exemple de notre établissement. Nous formons des ingénieurs de haut niveau et je suis heureuse de voir ici nos anciens diplômés qui sont dans la salle donc des DSI. Et vraiment, c'est un grand plaisir. Et ça montre que quelque part, nous avons pris un chemin qui est bon. Et ceci n'est pas fait au hasard, parce que notre école, au niveau stratégique, a vraiment été à l'écoute de ce qui se passe ailleurs. Et je crois que nous focalisons le plus souvent sur ce qui est fait en France ou ailleurs, et pas en Tunisie, parce qu'on peut trouver par exemple un référentiel métier au niveau du CICREV. On ne peut pas le trouver ici, même s'il existe en Tunisie, il n'est pas vraiment adapté à la digitalisation, donc à la transformation digitale. Et donc, ce que nous faisons, c'est vraiment des efforts pour former des talents aptes pour la digitalisation, et on les trouve après. Enfin, je peux donner un chiffre. Nous formons à peu près 200 ingénieurs par an. 200 ingénieurs par an. 25% de ces ingénieurs partent à l'étranger juste après le PFE. Donc, ils trouvent leur place là où on a travaillé finalement. Donc, je crois que ça s'impose un alignement au niveau local, et peut-être que si on s'assoit à table avec les DSI, on pourrait peut-être donner un avis qui leur permettra peut-être de gagner des années pour arriver à la digitalisation, et c'est faisable avec ces nouvelles technologies et ces innovations. Merci bien, madame. Monsieur Jalal Ezine, vous qui avez été directeur de la coopération internationale, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre le fait que les besoins de formation ne sont pas adaptés forcément au marché local, que la plupart de ces personnes formées, s'ils se retrouvent au chômage, ils partent à l'étranger?
Merci pour l'invitation. J'aimerais bien me présenter comme étant professeur à l'ENIT et détenteur de la chaire UNESCO des politiques publiques en sciences, technologies et innovation. Je suis content qu'on arrive à poser ce genre de questions extrêmement stratégiques et importantes pour la Tunisie en particulier et pour la région ainsi que le continent. Mais j'aimerais bien mettre un peu cette question dans son contexte. Parce qu'une question qui n'est pas contextualisée pourrait peut-être partir un peu dans tous les sens ou ne pas vraiment aboutir à des conclusions, disons, pragmatiques. Ce que j'appelle le paradoxe tunisien. Ici en Tunisie, et quelque part c'était l'étincelle qui a commencé cette révolution, c'est que plus diplômé on est, moins de chances on a pour avoir un boulot. Et ça, c'est un symptôme d'un dysfonctionnement extrêmement important au niveau de la Tunisie. Et en faisant un peu de recherche aussi, je me suis rendu compte que ce paradoxe existe un peu partout au niveau des pays africains aussi. C'est-à-dire que nous formons des talents, mais on n'arrive pas à les absorber. Et là, permettez-moi, et surtout les industriels qui sont là, pour moi, ce fait statistique pointe à une seule et unique cause, qui est l'incapacité des industries d'absorber nos talents. C'est aussi simple que ça. Et si une industrie n'arrive pas à absorber les talents, c'est qu'elle est mal encadrée et par conséquent, elle n'est pas suffisamment développée. Il y a le secteur privé aussi. Le secteur public, on a parlé de l'industrie, le secteur privé, il y a l'industrie au niveau public aussi. Effectivement. Est-ce qu'il y a une volonté publique pour accompagner cette situation? Vous m'avez donné la chance ici pour entamer la deuxième partie de ma réponse. Effectivement. Et là, j'aimerais bien faire l'analogie avec d'autres spécialités en ingénierie. Mon école, et je suis le produit de cette école, qui est la doyenne des écoles d'ingénieurs, nous avons formé les ingénieurs qui vous donnent l'électricité aujourd'hui, qui vous donnent ces grandes bâtisses, qui vous donnent l'infrastructure routière avec ses ponts, qui vous donnent aussi l'eau, etc., etc. Donc, nous avons formé des ingénieurs qui ont bâti ce pays. Parce qu'il y avait une demande, parce qu'il y avait une volonté de développement, et par conséquent, il y avait une dynamique qui a suscité ces ingénieurs à participer à ce développement. Aujourd'hui, malheureusement, quand on regarde de près les politiques publiques, généralement, mais en particulier en termes de numérisation, on trouve que nous sommes vraiment en retard. Juste pour vous donner deux petits chiffres qui sont très avantageux pour la Tunisie, mais malheureusement, on n'a pas su bâtir sur ces acquis. Nous avons une infrastructure, il y a 10 ans, qui est très convenable, qui était et qui reste très compétitive par rapport au continent et même le bassin méditerranéen. La deuxième chose, c'est que le coût d'utilisation de cette infrastructure pour le citoyen, elle est la plus faible, ne serait-ce qu'au niveau du Maghreb, et c'est le coût le moins faible quasiment en Afrique, et nous avons le même coût avec le Maroc. Eh bien, on n'a jamais su, soit par les privés, soit pour le gouvernement, démarrer des projets d'exploitation de cette infrastructure et de cet avantage comparatif pour effectivement booster notre infrastructure et nos services numériques. Regardons un peu de près, par exemple, le IGAV et comment le gouvernement et les institutions gouvernementales répondent aux besoins du citoyen. Parce que quand on parle de l'ingénieur informaticien, faut-il que cet ingénieur soit attelé à la tâche de produire des solutions? Et quand il n'y a pas une demande de ces solutions, qu'est-ce que vous voulez faire de cet ingénieur? On l'appelle bien sûr aujourd'hui à lancer son propre projet et à être entrepreneur. Oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Mais l'environnement n'est pas propice. Même pour une centaine de Steve Jobs, si vous ramenez aujourd'hui une centaine de Steve Jobs, vous le clonez, si jamais il était vivant, et que vous essayez de lui demander de faire des choses, je ne dirais pas aussi comment dire, vertigineuses que Apple, mais des choses intéressantes sur le plan numérique,
ils ne sauront pas le faire. Pourquoi? Parce que l'environnement n'est pas propice. L'environnement n'est pas propice. Donc du coup, vous avez une industrie et un système qui n'arrive pas à absorber le savoir-faire de ces ingénieurs parce qu'il n'y a pas de projet. Et du coup, bien sûr, ces jeunes demandent une vie meilleure. Et ils partent. On reviendra là-dessus sur la fuite des cerveaux, qui est un vrai sujet également. Je me retourne vers Monji Besbes, directeur de l'Institut supérieur des technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, l'équation est que le marché local n'arrive pas à absorber toutes les compétences, tous les talents qui sont formés dans les universités. Est-ce que vous pensez que la seconde voie serait vers la création de structures, créer des entreprises, apprendre à ces ingénieurs-là à créer des entreprises? Pensez-vous que c'est la voie royale pour faire sortir le marché de l'emploi de cette morosité? Merci, bonjour à tous. Je ne partage pas vraiment le constat qui a été énoncé, parce que d'après l'UTICA et la Fédération tunisienne d'éthique, il y a 5000 postes qui ont besoin de techniciens licenciés en TIC qui ne sont pas honorés en Tunisie. Donc les entreprises cherchent à recruter, mais vraiment il n'y a pas de techniciens ou de licenciés qualifiés. N'en parlons pas des ingénieurs. Donc à ce niveau-là, il y a une vraie volonté, d'après ce que je constate, 2 ans ou 3 ans, ça fait 2 années ou 3 années en arrière, de reformuler le cadre de la formation, surtout en informatique et en TIC en Tunisie. Maintenant, on est à la recherche d'une entreprise dans le cadre, par exemple, des masters co-construits, où je prends l'exemple de mon institution. On est allé aux industriels, leur demander quelles compétences vous cherchez, et on a pu construire ensemble 3 masters co-construits en infotronique, et à condition que chaque entreprise parraine un étudiant, et que si jamais les 2 années d'études seront couronnées de succès, et si l'étudiant réussit ses examens, il sera recruté par l'entreprise. Donc de ce côté-là, je pense que les choses commencent à bouger. Il y a une mutuelle reconnaissance des problèmes existants sur le marché de l'emploi et de la nécessité peut-être de garder nos ingénieurs et nos techniciens sur place. Et il faut avouer aussi que la formation de l'université dans le secteur technologique, dans certains secteurs, est encore un peu éloignée des désirs des industriels. Au niveau local ou au niveau... Parce que au niveau local, 25% partent à l'étranger, donc il y a une formation qui est quand même adaptée aux besoins du marché. Oui, mais les 25% qui partent à l'étranger, ce sont nos meilleurs ingénieurs. Et quoi qu'on fasse dans la formation, leur niveau est meilleur. S'ils sont bons en entrée, les resteront bons et ils auront leur diplôme. Donc là n'est pas la formation. Mais est-ce que l'université forme correctement pour les besoins du marché? La réponse, à mon avis, est non. On n'est pas à l'écoute des besoins des industriels, on n'observe pas correctement les métamorphoses qui sont en train de prendre place sur le marché d'emploi en Tunisie. Et de ce fait-là, je pense qu'il y a des tentatives pour mieux comprendre le besoin de l'industriel, des entreprises. Parce que si les entreprises trouvent un bon élément à recruter, ils ne vont pas... Je pense que c'est une bonne perche que les DSI vous tendent aujourd'hui en tant qu'universitaire, en vous invitant les universitaires à avoir ce débat-là. Malheureusement, il n'y a pas un DSI autour de la table. L'idée, c'est de créer peut-être des instances qui permettraient au monde académique de pouvoir dialoguer avec le monde industriel, avec les CIO, avec les entreprises. Pourquoi ne pas créer cette instance-là pour justement favoriser et arriver à trouver une bonne adéquation entre les besoins du marché et les besoins de formation? Je pense que ce sont des actions de grande envergure et là c'est le ministère qui doit intervenir, ça c'est le peuple. Même au niveau. Les autres instances qui doivent commencer à instaurer ce dialogue pour qu'il prenne place. Mais sinon, fondamentalement, je pense que c'est pas un problème d'écoute, c'est un problème d'intérêt. Si les universités forment de bons éléments, ils seront recrutés par la suite. Ça, il n'y a pas de discussion. Donc, merci M. Besbes. Peut-être passer la parole à Adamou Saleh. Aujourd'hui, à l'Afrique de l'Ouest, il y a cette volonté d'aller vers ces clubs des DSI, vers ces industriels, pour justement trouver une meilleure coopération en termes d'adéquation de la formation. Je pense que c'est un passage obligatoire aujourd'hui. Si on souhaiterait à ce que nos formations soient en adéquation avec les besoins du marché.
Rien que hier, lorsque j'ai discuté avec un membre du club Sénégal, je lui disais peut-être qu'il serait intéressant que moi, mon école, puisse signer une convention avec le club DSI. Dans le seul objectif qu'on fasse, ne serait-ce qu'une rencontre de réflexion de très haut niveau entre notre école, l'instance de DSI et d'autres partenaires qui sont sur place, comme les industriels. L'idée est de partir à travers un recueil de besoins. Aujourd'hui, exactement, qu'est-ce que vous attendez des écoles du point de vue des compétences? Et nous, on regarde du contenu de nos programmes, qu'est-ce que nous pouvons faire dans le court, moyen et long terme. Moi, c'est un chantier que j'ai lancé depuis mon arrivée. Je me suis beaucoup inspiré parce que je viens du monde télécom. J'ai passé une quinzaine d'années du monde de l'entreprise, Orange pour ne pas citer que celui-là. Je me suis dit qu'au regard des constats que moi je fais quand j'étais au monde d'entreprise, comment est-ce que je peux lancer une dynamique pour impulser, ne serait-ce que, je dirais, la diversité des compétences au sein des écoles. Donc je me suis beaucoup inspiré d'un rapport aussi de l'UIT. L'UIT a décrit 7 métiers qu'ils appellent les métiers d'avenir. Ils nous ont envoyé ce rapport en tant que centre d'excellence. Ils nous ont dit, vous, centre d'excellence, votre survie se trouve dans cette logique de former les compétences dans cette direction. La cybersécurité, le cloud, le big data, l'intelligence artificielle, les data scientists, data analysts, pour citer que cela. Mais les compétences ne sont pas toujours là, même au niveau du corps enseignant. Donc la première stratégie que j'ai adoptée, c'est la formation des formateurs. Et donc du coup, j'ai noué des partenariats avec des cabinets de haut niveau, et d'ailleurs je cherche encore, ou bien des experts de très haut niveau mondial, pour vraiment accompagner moi, mon structure, pour que demain, on puisse dire, nous, on est présents au regard des attentes du marché. Le deuxième élément que je suppose être pertinent, il faut vraiment qu'on interpelle nos décideurs politiques. Il faut toujours s'inspirer des autres. Il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui n'ont pas marché. Donc je préfère utiliser le premier scénario. Sous d'autres cieux, il y a ce qu'on appelle le système de l'alternance et de l'apprentissage. Ça consiste à signer des contrats avec les entreprises au plus haut niveau pour prendre en charge une partie de la scolarité de nos étudiants. Ainsi, en contrepartie, nos étudiants passeront 2 semaines à l'école, 2 semaines en entreprise. L'alternance. D'accord. Formation d'alternance. Exactement, c'est la formation d'alternance. Moi, je l'ai expérimenté que j'étais en France et je pense que ça a été vraiment une réussite. Donc pourquoi ne pas capitaliser? Mais les entreprises sont un peu hésitantes là-dessus parce que ça a un coût. Donc la seule manière d'impulser cette dynamique, c'est la contribution de l'État du point de vue financier pour pouvoir encourager les entreprises. Ça passe par des exonérations, ça passe parce que le salarié, la personne qui est présente est salarié de l'entreprise, tout en partageant son temps entre l'école et l'entreprise en bénéficiant d'un certain nombre d'avantages qui peuvent bénéficier aux entreprises. Est-ce que ce genre de dispositif existe aujourd'hui en Tunisie? Une formation en alternance pour justement apporter des... Au niveau de la formation des ingénieurs, les étudiants passent, voilà, ils passent des stages en cours d'année et en été aussi, mais ça s'arrête là. C'est pas en alternance? Non, c'est pas en alternance. Mais j'aimerais peut-être rebondir un peu sur ce que vient de dire notre collègue M. Spes. Je crois que, bon, il y a des initiatives. C'est ce que j'ai dit, donc il y a un référentiel métier, mais qui est timide, vous pouvez le voir. Notre formation, au niveau de notre formation, nous avons un conseil scientifique donc, qui établit avec nous, et dans le conseil scientifique, il y a des industriels, donc des entreprises sont représentées dans le conseil scientifique, et ce besoin justement de cette interface s'est fait ressentir lors du dernier conseil scientifique et on lance le conseil du perfectionnement et de l'amélioration de la formation pour avoir cette adéquation, cet alignement avec les besoins de l'entreprise. Il y a également le conseil de la recherche au niveau de l'ENSI et ce conseil de la recherche montre son existence, montre vraiment l'appui de l'école à la recherche. Pourquoi? Parce qu'au niveau de tous les enseignants de l'ENSI font de la recherche et ce qu'ils voient au niveau de la recherche, ils le calquent, ils le mettent
ils améliorent leurs cours avec ça pour donner une ouverture d'esprit à nos étudiants. Et l'INSI ne fait que de l'informatique, donc vraiment en informatique, les réseaux, la sécurité, les systèmes embarqués, les systèmes décisionnels, donc l'ingénierie du logiciel et des systèmes d'information, et puis également l'ingénierie financière et le traitement d'images. Donc ce sont des options que prennent les étudiants, et toutes ces options sont tournées vers la digitalisation et vers ce qui est fait, donc vers vraiment l'innovation. Donc maintenant, si une entreprise nous dit que c'est pas le profit, et d'ailleurs l'entreprise participe aux enseignements également. Donc nous avons des experts de l'entreprise qui participent à l'enseignement au niveau de l'INSI. Donc je crois que cette ouverture, elle est là. Et si c'est timide ce dialogue, il faut le renforcer. J'espère qu'avec le Conseil, ça ira mieux. Très bien. Donc, ce qui m'amène à la deuxième partie du débat, je passerai la parole à M. Jalal Desine sur l'afflux des compétences, l'afflux du capital humain. Aujourd'hui, vous allez me répondre peut-être pour maintenir ce capital humain, c'est créer des emplois. Si on ne crée pas des emplois, quelle est, selon vous, la solution pour maintenir ces compétences? Je ne pense pas qu'il y a une autre solution à part le fait de créer des emplois pour retenir les diplômés de l'université. Ceci montre bien que la machine économique est quasiment en arrêt et que faut-il qu'il y ait suffisamment une impulsion venant des industriels ainsi que du gouvernement pour créer des projets et effectivement pourvoir ces ingénieurs de travail de niveau adéquat. Parce que quand on parle aussi de travail, il y a aussi des ingénieurs ou bien des gens qui sont des diplômés, qui sont hautement qualifiés, qui se retrouvent en train de faire un travail qu'ils ne demandent pas. Ils sont surqualifiés par rapport au travail qu'ils font. Par exemple, un de nos paradoxes en Tunisie, nous avons nos docteurs en biologie qui se retrouvent dans les centres d'appel. Donc, un docteur en biologie qui se retrouve dans un centre d'appel est une très très mauvaise exploitation de ce savoir-faire. Et si ce docteur en biologie se retrouve dans ce centre d'appel, c'est qu'il n'a pas trouvé mieux à faire. Alors que pour un pays qui, par exemple, a une industrie de transformation agricole assez limitée, sachant que nous sommes quasiment parmi les premiers dans le domaine de l'huile d'olive, par exemple, développer la biotechnologie dans ce sens-là pour tirer profit de ces diplômés, des docteurs en biologie, pourrait créer un écosystème là où tout le monde est gagnant, là où on peut créer de nouvelles niches industrielles, là où nous pouvons créer de nouveaux postes et des produits à haute valeur ajoutée. Ça, c'est très très important. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, et je reviens aux industriels, parce que pour moi c'est le talent d'acide de la Tunisie, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui quand vous regardez les exportations de notre industrie tunisienne, elle est seulement presque à 5% en termes de moyens et haute valeur ajoutée. Donc la quasi-totalité de nos exportations sont des produits à faible valeur ajoutée. Et si vous vous demandiez logiquement pourquoi on n'arrive pas à vraiment exporter de la valeur ajoutée, c'est qu'il n'y a pas une dynamique au sein des industries et un encadrement suffisant qui permet de rajouter cette valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, aujourd'hui, c'est une valeur ajoutée de savoir-faire, d'intelligence scientifique et de savoir. Ce n'est pas seulement de la main-d'œuvre, ce n'est pas une main-d'œuvre à une valeur ajoutée qui est quasiment inexistante. Donc ici, l'appel, c'est l'appel aux industriels qu'ils aient plus de courage, ainsi qu'un appel pour le gouvernement de créer une dynamique de production de valeur ajoutée, là où le gouvernement fait le nécessaire pour vraiment créer un environnement adéquat, et aux industriels de choisir les créneaux là où nous avons des avantages comparatifs, et vraiment aller vers les chaînes de valeur au niveau global et vendre le produit tunisien. C'est ça le défi.
Et une fois que le gouvernement, avec les industriels, se fixe ce défi-là, on peut, nous, au niveau des universités et des écoles d'ingénieurs, et en particulier la formation d'ingénieurs informaticiens, répondre à ce besoin en fonction de cet objectif. Mais moi je pense qu'au niveau de nos universités, je ne dis pas que nous avons les meilleures universités au monde, nous avons des problèmes au niveau de la formation. Bien que nous venons il y a 3 ans de lancer une agence tunisienne de la qualité et de l'accréditation qui est fondamentale pour la qualité de formation, oui, notre pédagogie reste un peu archaïque. Nous n'utilisons pas suffisamment, effectivement, les outils numériques pour aider l'enseignant à mieux former. Mais si jamais on nous donne des objectifs et une expertise spécifique à former, moi je pense que l'université, soit en Tunisie, je pense ailleurs, est capable de faire le nécessaire pour vraiment répondre à ce besoin. Mais aujourd'hui, on ne voit pas ce besoin. Donc on forme, et je pense qu'on forme des ingénieurs qui sont très convenables, parce que quand ils partent à l'étranger, ils sont très bien, ils obtiennent des jobs qui sont adéquats, et ils continuent même à faire des études de très haut niveau. Très bien. Merci pour cette analyse. Donc, un dernier point qui m'interpelle, c'est la question du genre. À Madame Enda Benizala, quand on voit aujourd'hui le nombre de DSI présents dans la salle, je pense qu'il y a très peu de femmes DSI, je pense si je ne me trompe pas, et que quand on voit les résultats, quand on en parlait tout à l'heure, dans les filières scientifiques, la plupart, donc les majeurs sont des femmes. Et dans le monde professionnel, on les voit moins, et dans les salles, la preuve dans la salle, il y a beaucoup de femmes DSI. Où vont ces femmes-là? Elles ne vont pas à l'étranger. Elles ne vont pas à l'étranger, elles restent au pays. Mais qu'est-ce qu'elles font? Bon, certaines vont à l'étranger aussi, hein. Et oui, bon, je crois que on a beaucoup de chercheurs femmes également. Donc, on a des enseignantes, donc à un taux important, 60% à peu près, d'enseignantes donc en informatique, au moins à l'université en général, et surtout chez nous, on le voit très bien. Et c'est pareil au niveau du laboratoire de recherche, c'est le même taux, donc plus que 60%. Et donc ça veut dire que la femme essaie de voir un peu là où elle peut s'affirmer. Donc les meilleurs restent au niveau de l'université. Et je crois que là c'est un autre débat qui peut être ouvert. Peut-on offrir à ces femmes au niveau des entreprises l'idée de télétravail, comme ça elles pourront intégrer l'entreprise tout en travaillant à distance. Donc peut-être que c'est un autre sujet. Peut-être proposer au club des DSI de Tunisie de faire alterner, après un président homme, on passe à une femme, comme ça on va les encourager à s'intéresser davantage à ce métier. Monsieur Adamou Saleh, est-ce que c'est la même tendance en Afrique de l'Ouest? Les femmes formées dans vos écoles? En Afrique de l'Est, je pense qu'on n'est pas, du point de vue numérique, on n'est pas dans la même tendance que la Tunisie. Je pense qu'on a des efforts à faire sur ce schéma. En tout cas, en ce qui concerne notre institution, nous avons pris ce challenge à bras le corps. Il y a eu des échanges qui ont très enrichissants, qui ont été faits au plus haut niveau avec des instances internationales. Donc on est accompagné au niveau de la zone ouest africaine, au niveau de l'IOMOA. Il y a des bourses qui sont à disponibilité, à la disposition de fonds pour les encourager, pour les apporter des apports financiers et les encourager vraiment à aller dans l'éthique. Rien qu'il y a quelques semaines, j'ai reçu une note d'une institution internationale qui octroie des bourses à des ingénieurs femmes qui voulaient vraiment s'intégrer dans cette démarche. Et donc pour vous dire que du point de vue numérique, on n'est pas au même niveau que la Tunisie. Beaucoup d'efforts sont en train d'être faits. Et l'idée est que non seulement qu'il y ait un nombre très important de femmes qui s'intéressent aux technologies de l'information et de la communication, mais il faut aussi penser en aval. Parce qu'il ne suffit pas de former pour former. Il faut penser à la suite. J'ai entendu tout de suite le débat par rapport à notre collègue. Moi, je pense que la culture qu'il faut imprégner au niveau de nos étudiants, c'est la culture de l'entrepreneuriat.
Aujourd'hui, je pense que les acteurs du monde du travail ne peuvent pas employer tout le monde, même si toutes les compétences sont adaptées par rapport à leurs attentes. Donc il faut avoir la culture de l'entrepreneuriat, il faut avoir la culture de la créativité, il faut savoir innover. Et donc, vous allez jusqu'à créer un incubateur au niveau de l'Institut exactement. Donc dans cette logique, nous, on a un incubateur au sein de l'ESMT. Et l'objectif de l'incubateur, c'est vraiment d'accompagner, de dénicher d'abord les talents, de les accompagner et surtout de les coacher pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves en les donnant des apports de ressources. Il y a des professeurs qui sont mis à disposition, en leur apportant des apports financiers parce qu'ils en ont besoin et surtout il y a un accompagnement à long terme sur le plan international. Il y a des concours auxquels ils participent, il y a des prix qui sont récompensés et donc je pense que c'est dans cette logique qu'il faut y aller. Aujourd'hui, l'idée de je finis, j'ai un diplôme, je me fais embaucher par quelqu'un, je pense que ça a des limites. Il faut aller dans le sens de la créativité de l'entrepreneuriat. 5 minutes. Monsieur Besbest, est-ce que vous acceptez cette analyse dans votre institut? Est-ce qu'il y a cette volonté d'aller vers l'entrepreneuriat, d'encourager les jeunes ingénieurs à créer leur propre structure? Nous, dès la sortie de la première promotion, on a constaté qu'un tiers, exactement 32% des étudiants, sont installés en freelance et développent des applications soit en Tunisie ou pour l'étranger. C'est pour cette raison-là qu'on a créé une pépinière d'entreprise qui a été inaugurée l'année dernière et maintenant on a des start-upers de l'école avec un encadrement de la vie et des enseignants de l'Institut pour qu'ils s'installent pour leur propre compte. Et l'expérience jusqu'à présent a connu plusieurs succès. Maintenant, on a installé aussi un incubateur au sein de l'Institut pour que les étudiants première année et deuxième année qui ont des idées et qui commencent à travailler sur ces idées et ils passent théoriquement de l'incubateur vers la pépinière d'entreprise. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est booster cette culture de l'entrepreneuriat, comme disait mon collègue. Très bien, merci M. Besbest. Peut-être juste un petit mot pour Madame, avant de passer la parole à la salle. Justement, je pensais à cette interface qu'on aimerait bien avoir avec l'entreprise ou avec le DSI, c'est d'essayer de voir ce qui est fait au niveau de la recherche et de participer à sa valorisation. Donc ça peut être également inscrit au niveau de cette interface. Très bien, donc le message est passé. Je pense qu'à l'issue de ce débat, il y aura quelques échanges avec le club des DSI pour aller vers cela. Y a-t-il des questions dans la salle? Ah, il y a une question. Vous présentez. Je m'appelle Majed Fada, je suis le directeur central chargé de la transformation digitale au sein de la SONED. Oui, Société nationale d'exploitation et distribution d'eau. C'est moi le pot de l'eau en Tunisie. En fait, ma question est simple. Est-ce que vous pouvez nous répondre sur la thématique du panel? Qu'a fait l'enseignement supérieur pour aider les entreprises à faire leur transformation digitale? Parce que ce que nous avons entendu ou écouté jusqu'à présent, c'est principalement le chômage des cadres, c'est la fuite des cerveaux, c'est à la limite, en fin de compte, il y a la pépinière pour que les jeunes se mettent pour leur propre compte. Indirectement, ça participe à la transformation digitale, c'est vrai. Mais quels sont les programmes? Est-ce que il y a une formation des gens qui peuvent occuper le futur métier? Qui d'entre vous a un plan pour mettre en place, au lieu de faire du BI classique, de mettre de l'IA? Je sais que comme vous avez un laboratoire de IoT, avec le CERT, etc., mais à part ça, c'est insuffisant. Le pays aura besoin d'avoir des outils connectés et de développer sa compétence. Sinon, nous allons subir des multinationales qui vont nous mettre leurs solutions et l'ingénieur tunisien continuera à être complètement dépassé et ne sera pas recruté par les entreprises tunisiennes parce que la vague de cette transformation digitale, c'est un tsunami. Ou bien on va s'y préparer pour en faire quelque chose de positif pour nous et vous êtes les premiers à commencer à le faire. Nous allons récupérer ce que vous allez produire plus tard. Ou bien on va le subir et ça va être encore plus catastrophique.
et on va avoir encore plus de chômage. Très bien. D'accord. La question est bien comprise. Vous y répondez tout de suite ou bien on passe à une deuxième question? Très bien. Merci Simej pour la question. Effectivement, le temps n'était pas assez long pour pouvoir donner des indications sur ce que nous faisons réellement. Donc j'ai parlé un peu des colorations, donc des options d'enseignement. Et quand je dis système décisionnel, donc ça inclut tout un enseignement au niveau de l'IA, ça inclut tout un enseignement sur le big data, comment data analytics, etc. Je n'ai pas parlé également de tous ces aspects dans les détails, mais également nous avons monté un master en informatique, alors avec 3 parcours. Le premier, Data Science, le second, Smart Systems, et le troisième, IoT. Au niveau des laboratoires de recherche, on a l'intelligence artificielle, la robotique, on a l'IoT, on a... Et l'IoT... La cybersécurité. Sécurité même des données personnelles. Au niveau de la recherche également, donc je prends l'exemple de l'IoT, on ne traite pas que l'aspect au niveau de Subcom, l'aspect bas niveau, donc réseau et connexion, etc. Nous traitons également les aspects soft avec les objets intelligents et tout. Donc on est prêt, on fait cela. C'est justement l'idée de créer ce pont entre le monde académique et le monde... Ce qui nous manque, c'est ce pont. Et quand j'ai parlé de la valorisation de la recherche, c'est pour montrer aux entreprises ce que nous avons. Et tout à l'heure, j'ai parlé de gain de temps. Parce qu'on a des choses que si on les met en place, ça pourrait nous faire gagner beaucoup de temps pour avancer dans la digitalisation. Peut-être nous allons prendre une deuxième question. Une toute dernière alors. Une toute dernière question. Là, il a levé la main en premier. Merci. Haïtham Abdelkefi, DSI Suicor, banque d'investissement et secrétaire général du club DSI Tunisie. Je voulais rebondir sur tout à l'heure votre remarque, M. Diallo, par rapport au lien entre les DSI, les clubs, peut-être parce que nous sommes pas mal représentés par des associations ici, et le monde universitaire. Je voulais juste apporter quelques éclaircissements ou bien des précisions. Le club DSI Tunisie, dans son programme pour l'année 2019, il compte y aller vers les ISIET, les Instituts supérieurs des études technologiques en Tunisie, qui sont présents dans presque les 24 gouvernorats en Tunisie, et on va essayer de faire un plan d'action avec eux pour rapprocher le monde professionnel et le monde académique. Un, deux, pour tout ce qui gendre par rapport aux femmes DSI, vous savez, les DSI sont un peu avec un certain âge maintenant. On pense que d'ici 5-10 ans, on va avoir beaucoup plus de DSI femmes que DSI hommes, parce que tout simplement dans les années 80-90, où on était des étudiants, on était majoritairement des hommes. Maintenant, dans les facultés, il y avait majoritairement femmes, donc on va y arriver vers les DSI femmes d'ici 5 ans maximum. Très bien, merci pour cette contribution. Juste pour conclure, je laisserai un mot de conclusion à nos panélistes. Le temps qui nous était imparti est déjà terminé. Juste un mot de conclusion. Pour le mot de conclusion, je veux répondre à Simej juste très vite pour dire que l'université n'est pas là seulement pour former des chômeurs. Entre autres, un projet que nous venons de lancer avec la LPR et avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est effectivement de concevoir une stratégie tunisienne nationale pour tout ce qui est intelligence artificielle. Et ceci a été lancé depuis quelques mois et on est en train d'avancer convenablement sur ce chemin. Et je finis par dire aussi que l'innovation, c'est un peu comme gérer un jardin. Et pour que ce jardin puisse vraiment donner les fleurs escomptées, il faut savoir être un bon
il faut vraiment savoir faire du jardinage. Et ça nous manque énormément. Oui, je vous remercie pour votre patience, mais j'aimerais bien élargir l'expérience des ISEP, des écoles d'ingénieurs. Comme mot de la fin, je dirais que nous, au niveau de l'ESMT, je viens juste de présenter l'orientation générale de l'ESMT qui consiste à répondre aux attentes du marché. Et sachant qu'il n'y a pas que la formation initiale, il y a la formation continue qu'il faut prendre en compte, qui ne nécessite pas beaucoup de temps pour assurer les mises à niveau. Il y a ce qu'on appelle aussi la diversification des offres à travers l'expertise et le conseil. Je pense qu'en envoyant nos enseignants en entreprise pour l'élaboration, par exemple, des plans de stratégie ou de la gouvernance, ça nous permettra d'être beaucoup plus proches d'eux. Je pense qu'un nouveau vent souffle, qu'avec les nouveaux diplômés il y a une dizaine d'années, les directeurs des services informatiques sont conscients de l'utilité des projets d'études, des stages que les étudiants passent, et ils sont de plus en plus réceptifs. Et je pense que d'ici une dizaine d'années, les choses vont prendre une nouvelle forme, vont s'échafauder autrement. J'espère que ce sera pour le bien de l'économie nationale. Merci à tous nos panélistes. Merci à tous. Merci à notre cher modérateur. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour faire une première évaluation de l'instance de dialogue entre le monde académique et professionnel. C'est à la fin. Merci. Merci, monsieur Diallo.